Ce matin-là, le soleil éclaire les rivières de Meilei, au sud du 17e parallèle. Pham Thanh Kong, 11 ans, s'est levé tôt, comme d'habitude. Sa mère et ses 3 sœurs s'activent déjà dans la maison au toit de chaume. Le père est parti au champ. Pham a pris son petit déjeuner, une soupe de nouilles de riz, avec son frère de 6 ans. Dans ce bout du monde agricole, entre les premières ondulations de la cordillère Anamétique et les sables blancs de la mer de Chine, rien ne laisse penser que la journée va être différente des autres. Puis à 7h24, les premiers obus s'abattent sur le village. Tout le monde court se réfugier dans les abris. À l'époque, après des années de guerre, chaque habitation a sa cache souterraine, creusée sous la pièce principale. Les plus âgés comprennent que ce bombardement n'est qu'un préambule, et que des troupes au sol vont arriver. Une demi-heure plus tard, ce 16 mars 1968, le ciel s'emplit du fracas lourd de 8 hélicoptères hués, volant bas au-dessus des terres fertiles. Les engins se posent à 200 mètres du village, et les 110 hommes de la compagnie Charlie, force d'intervention Barker, 11e brigade d'infanterie légère, en surgissent. Chauffés à blanc, avec à leur tête le capitaine Ernest Medina. Ces soldats sont de simples bleus, d'une vingtaine d'années, jetés dans la fournaise vietnamienne après un entraînement sommaire au combat de la jungle à Hawaï. Ils viennent de New York, de Californie, du Texas, du Mississippi, de Floride, pour sauver, comme on leur a dit, une démocratie menacée par le communisme. Ils écoutent de la musique pop, les Doors, les Rolling Stones, se passionnent pour le baseball, le basket, fument des joints. La veille de l'assaut sur Meilei, les officiers les ont réunis pour leur faire savoir, à tort, qu'ils auraient à se battre le lendemain contre le 48e bataillon de l'armée Viet Cong. L'unité qui, depuis quelque temps, transformait leur vie en enfer. 4 camarades tués et 38 blessés en 7 semaines. Face à cet adversaire qui frappe et disparaît, insaisissable, l'exaspération monte. Les chefs soufflent sur les braises. Ce 15 mars, durant le briefing, le colonel Oran Anderson, le patron de la 11e brigade, a tenu des propos martiaux et définitifs. Quand on en aura fini avec ces Viettes, ils ne nous poseront plus de problèmes. Il a encouragé les hommes à se montrer sans pitié. Il s'agit, selon les termes en vigueur dans l'armée, de mener une opération incursion-destruction. En clair, de brûler les maisons, de tuer le bétail, de détruire les stocks de nourriture, d'obstruer les puits. On a expliqué à la troupe que ce jour-là, un samedi, les villageois seraient au marché ou dans les champs. En conséquence, ce qu'on trouvera sur place seront à coup sûr des Viet Cong, repliés là pour préparer de nouvelles embuscades. Mais ces informations sont fausses. À l'arrivée des hélicoptères au-dessus du village, on ne voit d'étaler qu'un unique guetteur armé, aucun tir, rien. Plus tard, le soldat de première classe, Paul Meadow, de l'Indiana, résumera l'état d'esprit de nombreux GI de la compagnie Charlie ce matin-là. On pensait aux copains qu'on avait perdus et on voulait se venger. C'est tout. Ce sont les hommes du premier peloton, sous les ordres du lieutenant William Calley, qui vont commettre les pires atrocités. Ce Calley, 24 ans, un grand échalasse nerveux originaire de Miami, est le type même de l'officier détesté. Les recrues placées sous son commandement le disent colérique, incompétent, avide de gloire, capable d'envoyer ses hommes à la mort pour obtenir de l'avancement. Son supérieur direct, le capitaine Medina, le méprise. Quand il s'adresse à lui en public devant ses subordonnés, il l'appelle souvent lieutenant Shithead. À Meilei, le lieutenant William Calley a de multiples comptes à régler, avec les Viettes, avec ses hommes, avec son chef, avec la terre entière. À peine au sol, braquant leurs fusils d'assaut M16, les GI de la compagnie Charlie s'avancent entre les maisons sans rencontrer la moindre résistance. De son propre aveu, c'est l'appelé Gary Garofalo de Stockton, Californie, qui répand le premier sang. Il voit une femme serrer quelque chose contre elle, il croit que c'est une arme, il tire. L'arme était un enfant, tué avec sa mère. Dans la foulée, un autre soldat mitraille 5 civils sous les yeux de Calley, qui laisse faire. C'est à ce moment que tout bascule dans un déchaînement de bestialité. Les habitants du village ont beau lever les mains en l'air, s'incliner en signe de soumission, ils sont arrachés à leurs habitations, frappés, massacrés. Le petit garçon de 11 ans, Pham Thanh Kong, est tiré de l'abri où il se terrait avec les siens. On les pousse en avant, affolés. On lance une grenade sur leurs talons. Des rafales de M16 partent. Le gosse est blessé par des éclats de métal, au cuir chevelu sur le côté droit de la poitrine, à la jambe. Il perd conscience. Il reviendra à lui sous un amoncellement de cadavres, dont ceux de sa mère, de ses 3 sœurs et de son jeune frère. Les GI l'avaient cru mort lui aussi. Les témoignages abondent selon lesquels le capitaine Medina, commandant de la compagnie Charlie, et le lieutenant Calley, chef du premier peloton, prennent une part active au carnage. Ainsi c'est Calley qui ordonne aux premières classes, Paul Meadow, de tirer sur les paysans désarmés, et Meadow s'exécute.
Quand certains de ses camarades, il faut le préciser, refusent d'obéir, avant d'être mis à mort, des villageois doivent creuser leur propre tombe. Une fosse pouvant accueillir jusqu'à 50 corps. Un second groupe de 70 ou 80 personnes, cette fois, est assassiné à la mitrailleuse lourde en bordure d'un canal d'irrigation. Autre scène rapportée, horrible, un tout petit enfant, 2 ou 3 ans à peine, réussit à s'extirper d'un charnier. Il rampe couvert de sang et de boue, vers la rizière. Collet le rattrape en courant, le saisit, le ramène dans le fossé, d'où il s'est échappé, et le tue d'une balle. Ce même matin, le lieutenant Hugh Thompson, 24 ans, est en mission d'observation au-dessus de Mealy, à bord de son minuscule hélicoptère Healer OH-23. Une sorte de libellule de ferraille ne pouvant embarquer que 3 hommes. Et ce qu'il constate avec ses équipiers, le mitrailleur Larry Colburn et le chef de bord Glenn Andreotta, le laisse sans voix. Il y a un nombre hallucinant de morts au sol, alors que pas un coup de feu n'est tiré contre les GI. Et ces cadavres, ce sont pour l'essentiel des femmes, des enfants, des vieillards. Comme il l'explique 28 ans plus tard lors d'une conférence donnée à l'université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans. Hugh Thompson, sur le moment, ne parvient pas à comprendre ce qui se passe. Mais la vérité que son esprit se refuse à admettre va s'imposer à lui. On a aperçu une jeune fille d'environ 20 ans étendue sur l'herbe, rapporte Colburn, le mitrailleur. On a vu qu'elle n'était pas armée et blessée. On a marqué l'endroit avec un fumigène pour qu'on vienne la secourir. La fumée était verte, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun danger à approcher. On faisait du surplace à 2 mètres du sol quand on a vu le capitaine Medina arriver droit sur la fille. Il lui a balancé un coup de pied, a reculé d'un pas et l'a achevé. Il a fait ça sous nos yeux. Là, on a eu le déclic. C'était nos gars qui massacraient. Le lieutenant Thompson alerte sa hiérarchie par radio. Quelque chose ne va pas. Il y a des cadavres partout. Il y a un fossé plein de cadavres. Thompson pose son hélicoptère près de ce fossé, en fait un canal d'irrigation transformé en charnier. Immédiatement, le lieutenant Collet surgit. L'échange entre les 2 officiers, rapporté par plusieurs témoins, est dramatique. Thompson interroge. « Qu'est-ce qui se passe ici, lieutenant ?» Collet rétorque que c'est son affaire. Et devant l'insistance du pilote, il martèle qu'il ne fait que suivre les ordres, sans préciser leur nature, ni de qui ils émanent avant d'asséner. Vous feriez mieux de remonter dans votre hélicoptère et de vous occuper de vos oignons. Thompson met fin à ce face-à-face par cet avertissement. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Grâce à son intervention, il ira jusqu'à ordonner à ses équipiers de pointer leurs armes contre les massacreurs pour faire cesser la tuerie. Le lieutenant Thompson va réussir à sauver une 12aine de personnes. Il convainc un de ses amis, pilote d'un gunship, un hélicoptère d'appui au sol, de les évacuer et de les déposer derrière les lignes. Comme il en fait la remarque, c'est certainement la première fois qu'une machine de destruction équipée de 2 paires de mitrailleuses, de 2 lance-croquettes et d'une tourelle lance-grenades s'acquitte d'une mission humanitaire. Thompson transporte lui-même son hélico jusqu'à l'hôpital le plus proche. Un enfant de 3 ans qu'il a fallu sortir d'une fosse remplie de corps. Puis il rentre à sa base en état de choc, le visage baigné de larmes. Il hurle, frappe du poing sur la table de son chef de peloton, menace de démissionner de l'armée. L'affaire remonte jusqu'au colonel Anderson. Une enquête est ordonnée, un rapport établi et aussitôt enterré. Il faudra 18 mois avant que la vérité n'éclate publiquement. Malgré les consignes de silence des officiers, le bruit, en effet, se répand qu'il s'est passé quelque chose à Mealy. Un GI de la 11e brigade d'infanterie, Ronald Ridenhour, mène sa propre investigation, s'acharne à trouver les témoins, dont plusieurs des tueurs, et les a fait parler. Ulcéré par ce qu'il apprend, il écrit au Patagone, à la Maison-Blanche, à une trentaine de députés et sénateurs. Seymour Hersh, un journaliste, prend le relais et publie en novembre 1969 un premier récit accablant dans le magazine Harper's. Chose incroyable, on découvre qu'un photographe du service de presse de l'armée, Ronald Hidberler, présent à Mealy le jour tragique, a réalisé des clichés du carnage. Le lendemain de la parution de l'article de Seymour Hersh, ces photos sont à leur tour publiées. Elles vont faire le tour du monde, provoquer un tsunami d'indignation et des manifestations monstres aux États-Unis. Cette fois, plus moyen d'étouffer quoi que ce soit. Le 13 décembre, le secrétaire à la défense américaine annonce que toutes les personnes impliquées dans la tuerie seront poursuivies. Selon les sources vietnamiennes, aujourd'hui reconnues fiables par la plupart des chercheurs, 504 personnes ont été massacrées par les hommes de la compagnie Charlie. Parmi elles, 210 enfants qui n'ont pas eu la chance du petit Pham Thanh Thong, retrouvés vivants et sauvés. 24 familles ont été annihilées, tous leurs membres sur 3 générations, impitoyablement assassinés. Et il y a aussi ce dont on a du mal à parler tant c'est abominable. Les sévices sadiques, le déchaînement des pires instincts chez les soldats perdant toute inhibition. Des villageois ont semble-t-il été scalpés, d'autres décapités. Des GI ont jeté des grenades dans les tunnels où s'abritaient des habitants terrifiés.
Ils ont brûlé toutes les maisons et arrosé d'essence les stocks de nourriture. Des femmes ont été violées et éventrées, achevées à la baïonnette. Suite au massacre, 46 soldats et officiers vont faire l'objet de poursuites pour meurtre, tentative de meurtre ou viol. Un seul sera condamné en novembre 1970, le lieutenant William Calley. Mais sa peine de prison à perpétuité sera immédiatement commuée en résidence surveillée par le président Richard Nixon, avant d'être réduite à 20 ans, puis à 10 ans. Pour finir, on le libérera sur parole le 10 septembre 1975. Calley bénéficiera en effet d'un puissant soutien populaire. Nombre d'Américains estiment indigne de condamner un officier en temps de guerre. Son principal accusateur au procès, le lieutenant Hugh Thompson, sera en revanche considéré par beaucoup comme un traître. Il recevra des sacs de lettres d'insultes et de menaces de mort. On jettera des cadavres d'animaux devant sa porte, mais jamais il ne variera dans ses déclarations. Pour lui, ce qu'il s'est produit à My Lai n'a pas été fortuit ou accidentel. C'est une entreprise de meurtre délibérée et préméditée. À la réflexion, il est possible que l'Amérique se soit infligée à elle-même le châtiment de cette tuerie. À Hanoï, le journaliste Seymour Hersh s'est entendu dire il y a quelques années par Nguyen Thi Binh, ancienne vice-présidente du Vietnam, que la révélation du massacre, en scandalisant l'opinion mondiale, en renforçant le mouvement pacifiste aux États-Unis, avait aidé les Viet Cong à remporter la victoire. L'histoire retiendra peut-être que l'Amérique, première puissance planétaire, a perdu la guerre du Vietnam le 16 mars 1968. Après avoir longtemps tenu la bijouterie héritée de son beau-père à Columbus, Géorgie, William Calley a pris sa retraite en Floride en 2018, où il est mort fin avril 2024 à l'âge de 80 ans. Une seule fois dans sa vie, le 19 août 2009, il a exprimé publiquement des remords pour ce qu'il s'est passé ce jour-là à My Lai. Pour les Vietnamiens qui ont été tués, pour leurs familles, pour les Américains impliqués et pour leurs familles, il a expliqué que pas un jour ne passait sans qu'il pense au drame, mais qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Quant à Hugh Thompson, le lieutenant courageux, il a été marqué à vie par le massacre. Il a longtemps souffert de troubles post-traumatiques, d'alcoolisme, de cauchemars récurrents. Bien tardivement, en 1998, lui et ses 2 équipiers ont reçu, pour comportement héroïque, la médaille du soldat. Hugh Thompson est mort d'un cancer le 6 janvier 2006 à Alexandria, en Louisiane. Il avait 62 ans. Ernest Medina, le capitaine de la compagnie Charlie, a lui comparu devant la cour martiale et a été déclaré innocent. Il a admis plus tard n'avoir rien ignoré de la tuerie, mais s'être refusé, en gardant le silence, à salir l'armée, son pays, sa famille et lui-même. Il a démissionné et s'est installé à Peshtigo, dans le Wisconsin, où il s'est éteint en 2018 à 81 ans. Le colonel Oran Anderson, commandant de la 11e brigade d'infanterie, a également été jugé et acquitté. Il est décédé à 77 ans d'un cancer du pancréas en 1998 sans avoir atteint le grade de général qui lui était promis. Pham Thanh Kong, l'enfant miraculé de My Lai, a aujourd'hui 68 ans. Il a été le gardien du musée de la bourgade où sont gravés sur une plaque de marbre les noms des 504 victimes. À ses rares visiteurs américains, il disait qu'il avait pardonné ce qu'il s'était passé, mais qu'il ne pouvait pas oublier.